Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous allons arpenter à vélo la région de Louvain-la-Neuve. Notre fil conducteur sera un parcours intitulé « Le Brabant Wallon, pays de la BD ». Et qui dit BD rime ici avec Hergé. Nous pédalerons sur les terres qui ont inspiré le créateur du plus illustre des reporters avant de pousser la porte du musée qui lui est dédié. Dans la cité universitaire encore, nous découvrirons le musée L, un lieu où les collections invitent au voyage et à la rencontre. À bicyclette, nous évoquerons le fameux réseau Point-Neu du Brabant Wallon avant de faire une incursion dans le bois de Lozelle, un extraordinaire site naturel à quelques coups de pédale à peine de la ville. Situé à l'ouest de Limlette, le site aménagé du Bois du Buston plantera le décor de cette balade où zones urbanisées se mêleront aux étendues agricoles. Tour à tour, vous pédalerez dans les hameaux de Rofessard et du Pinchard. Votre route empruntera ensuite des petits chemins de traverse qui zèbrent le plateau agricole. Les paysages de plaine et de délicats vallons vous plongeront dans une autre époque. À l'approche de Séroumousti, la puissante tour de Moriansart émergera. Construite en 1220 en pierre de Limalle, surmontée de tourelles en briques ajoutées au XVIe siècle, elle a la rare particularité d'avoir toujours été habitée. Quelques coups de pédale plus tard, entre haies et pavés, vous vous retrouverez au cœur de Sérou. Sébastien Le Serre, bonjour, vous êtes le directeur de la Maison du Tourisme du Brabant Wallon. On les suit depuis quelques kilomètres, hein. Ce sont ces fameux Point-Neu qui font partie d'un réseau. Alors effectivement, depuis maintenant pratiquement 4 ans, ces balises Point-Neu font véritablement partie du paysage donc du Brabant Wallon. Donc c'est quand même un réseau de plus de 1000 km, entièrement balisé, entretenu par la province du Brabant Wallon. Ce réseau est maintenant entièrement connecté avec la Wallonie-Picarde, avec la Flandre. Et donc voilà, c'est vraiment un réseau qui s'étend. Et donc avec une offre vélo donc, qui est vraiment adaptée donc, pour le cyclotouriste, pour la mobilité douce et pour le tourisme. Alors, il n'y a pas que les Point-Neu chez vous, il y a toute une série d'offres de balades, par exemple des balades thématiques qui sont proposées. Alors complètement, alors évidemment sur notre site destination.be, vous pouvez retrouver tout un ensemble de promenades sur des plateformes à pied et à vélo. Et donc c'est plus de 40 promenades donc, thématiques à la fois donc, du patrimoine, de la nature. Et comme ça vous pouvez vous balader tranquillement et de manière sécurisée en Brabant Wallon. Alors on va revenir au Point-Neu, vous allez un petit peu aller m'expliquer, ou plutôt expliquer à nos téléspectateurs comment ça fonctionne, parce que finalement c'est très simple, on y va? Pas de souci. Alors Sébastien, voici un panneau type des Point-Neu. Que représentent ces chiffres? Eh ben alors, ici on est véritablement à un Point-Neu. Le Point-Neu ici en l'occurrence le numéro 44, donc c'est bien un numéro. Et en fait c'est vraiment hyper simple la compréhension. On est au 44, eh bien j'ai le numéro. Et en fait l'autre type de panneau, c'est un numéro avec une direction. Donc c'est-à-dire qu'il faut suivre la direction vers un autre numéro. Ici je suis au 44, si je vais aller au 48, eh ben donc, je vais donc suivre le panneau qui m'indiquera la direction vers le numéro 48. Par exemple ici, je suis en sens contraire, je venais du numéro 27. Voilà. Et donc finalement, comment se déplacer avec un réseau Point-Neu? C'est en fait hyper simple, que ce soit avec un panneau carte ou avec la carte ici IGN du réseau Point-Neu. Vous sélectionnez en fait vos numéros avant et puis ensuite vous les notez même sur un petit papier et vous suivez et vous êtes parti comme ça à l'infini, 5, 10, 15, 20 Point-Neu et j'en passe, ce qui vous permet de faire des itinéraires à l'infini.
Vous apprécierez à sa juste mesure la superbe place communale de Seyroux. Si elle accueille l'église néogothique Notre-Dame de Bon Secours, elle doit surtout son atout paysager aux 61 tilleuls qui l'abordent. En route, Hergé vous fera un petit clin d'œil. Normal, il a longtemps habité le village et y a esquissé de nombreuses aventures de Tintin. Vous poursuivrez votre route en direction de Mousty, puis la prolongerez vers le domaine provincial du Bois des Rêves. L'espace arboré vous mènera aux portes de Louvain-la-Neuve. Dans la cité universitaire, vous délaisserez votre deux roues et lui préférerez la déambulation pédestre. Votre première halte, vous la ferez au musée L, le premier musée universitaire de grande envergure de notre royaume. Ce lieu d'échange et de vie, conçu tel une maison d'hôte, prend place au sein de l'ancienne bibliothèque des sciences de l'UCL. Anne Kéringen, vous êtes l'heureuse directrice de ce magnifique musée L. Merci de nous accueillir. Tout de suite ici, moi ce qui me fascine, c'est que l'aspect intérieur ressemble à l'aspect extérieur. Oui, tout à fait. Donc c'est parce qu'il y a ce béton brut de décoffrage qu'on retrouve à l'extérieur et à l'intérieur. Mais alors la surprise, c'est quand même l'intérieur parce qu'on ne s'attend pas à un volume d'une telle ampleur. Il y a quelque chose de monumental. Et dans ce bâtiment, ce qui se passe, c'est que le béton, il a été travaillé comme une sculpture. Donc il a été moulé, on pourrait dire d'une certaine manière, et donc il y a des courbes, il y a des droites, il y a de la géométrie, mais il y a aussi quelque chose de très très doux dans ce musée. Donc je pense en effet que ce musée, on peut venir le voir aussi pour son architecture qui est extrêmement étonnante et qui fait partie de notre histoire de l'architecture belge moderne. On continue la visite par là par exemple? Oui, allons-y. Tout à fait, on y va. Et donc ici, on est dans une section qui est particulière puisque c'est comme si on rentrait dans l'appartement de ce grand collectionneur, cet amateur d'art. Et alors, Charles Delsem, ce qui le touchait et l'intéressait, c'était pas du tout des classements habituels. Donc il a essayé, en fait, toute sa vie, de créer des dialogues. Alors c'est parfois des œuvres qui se confrontent, comme celle-ci. Donc on a la Magie noire de Magritte, avec en fait une femme nuage qui devient ciel, et puis elle est mise à côté d'une statuette d'Ancor qui présente un corps de femme qui, on a l'impression, devient pierre, ou une pierre qui devient femme. Et donc c'est ce qu'on appelle le dialogue ou les dialogues, qui sont soit des choses qui rebondissent, soit des choses qui se confrontent en faisant fi des classifications habituelles. Anne, il y a des grands espaces et puis tout d'un coup on se retrouve ici dans un tout petit lieu très intimiste. Où sommes-nous? Alors nous sommes dans le cabinet de curiosité, c'est un peu comme une boîte merveilleuse dans laquelle on rentre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme l'ancêtre du musée. C'est que vous avez tous des objets qu'on va d'ailleurs retrouver dans l'ensemble du musée, mais qui sont présentés de manière mélangée, on pourrait dire. Presque disparate. Oui, c'est ça, mais en fait, ils sont présentés pour leur beauté colorée, pour le monde merveilleux qu'ils ouvrent. Donc on a des objets qui sont fabriqués par l'homme, soit pour enseigner, comme ceci, comme le cheval, soit aussi qui ont été collectés dans la nature, et puis d'autres qui ont été fabriqués par des artistes. Et donc en fait, c'est les trois types d'objets qu'on a dans notre musée. Donc vous avez un condensé merveilleux, insolite, étrange, où vous allez regarder avec curiosité, ce qui est une bonne manière de rentrer dans un musée. Où on mélange savoir, voyage, culture, connaissance. Tout à fait, émotion, curiosité. À la sortie du musée L, vous délaisserez le quartier du Biérot pour vous approcher du centre urbain. À 2 pas de la Grand Place, vous vous dirigerez vers un autre lieu devenu incontournable.
Marc Van Acter, bonjour. Vous êtes guide ici au musée Hergé. La visite, elle débute par une statue qui est ô combien symbolique. Oui, bonjour Fred, tout à fait. On a la magnifique statue de Tom Franzen représentant Hergé, Tintin, Milou et le chat qui est sur les épaules d'Hergé. Donc c'est vraiment un ensemble. On retrouve un peu le côté nature, bucolique avec le bois de la Source où se trouve le fameux musée Hergé. Création de Christian de Porzenparc, tout grand architecte français, jouant sur le modernisme avec ce magnifique vaisseau qui va nous entraîner à travers les aventures de Tintin et l'œuvre du grand artiste qui est Hergé. On va pousser sa porte? Nous y allons. Allons-y. Voilà, nous voici donc dans un univers vraiment visionnaire particulier créé par Hergé, l'aventure lunaire, où on retrouve cette fameuse maquette réalisée par Arthur Van Oyen, une personne qu'Hergé connaissait, a réalisé cette fusée. Hergé va la présenter à Alexandre Ananov à Paris, un tout grand scientifique. Et qu'est-ce que nous retrouvons? Beaucoup de détails à travers cette fusée qui vont se retrouver à travers l'album. Un souci du détail, de la minutie, un travail d'orfèvre même, avec l'aide bien entendu des collaborateurs d'Hergé. Bob Demore, tout grand collaborateur d'Hergé, pendant plus de 35 ans, va apporter son aide pour cet album, pour les différents croquis, dessins de cette fameuse fusée. Marc, nous sommes à présent dans l'univers de travail d'Hergé, avec sa table qui est devant nous, à l'identique. Comment est-ce qu'il a travaillé au fil de toutes ces années? Son travail a évolué, évidemment. Bien entendu, il a évolué avec l'auteur. Ici, on est à l'époque des studios Hergé, dans les années 50. J'ai créé les studios en 1950 exactement. Et voici sa manière de travailler. Il travaille à partir d'un scénario qu'il réalise. Ensuite, de ce scénario, il crée un découpage qui s'apparente très fortement au découpage cinématographique. De cette étape, il passe à la version crayonnée. Donc là, c'est très important. On va aller dans la minutie, dans le détail. On crée les véhicules, les décors aussi. Et de la version crayonnée, il transmet aussi cette planche à ses collaborateurs pour faire les multiples éléments, l'arrière-plan, les décors ou véhicules. Juste ensuite, après, nous retrouvons la version ancrée. Alors dans la version ancrée, là, c'est Hergé qui va repasser sur chaque élément à l'encre. C'est aussi un travail d'orfèvre, de minutie, parce que le moindre raté, c'est un pâté et c'est la catastrophe. Après tant de découvertes et ce parcours urbain, il sera grand temps de vous replonger au cœur de la nature. Et ça tombe bien, avec ses quelques 200 hectares, le bois de Lozelle est un véritable paradis de verdure. Jean-Claude Mangeot, bonjour, merci de nous accueillir ici. C'est un peu votre deuxième maison, c'est même votre première maison ici, ce bois de Lozelle, puisque vous êtes son garde forestier, tout fraîchement retraité. Ah oui, il y a quelques jours que je suis retraité, et de fait, ça a été mon bureau, ça a été ma maison au ciel ouvert. Ici, c'est un endroit vraiment particulier que vous avez tenu à nous faire découvrir. Vous pouvez un petit peu nous en parler? C'est-à-dire que c'était tout un endroit où il y avait une espèce invasive qui était le cerisier tardif, et on a décidé d'arracher le cerisier tardif, de le mettre en tas pour en faire des sites de nidification et de regarder un petit peu ce qui se passe en ouvrant un tout petit peu pour avoir de la lumière. Automatiquement, la bruyère a commencé à apparaître, a commencé à pousser. Les tas de bois, je voulais absolument rendre à la nature ce qu'on lui avait pris, entre guillemets. Donc j'ai mis tous les branchages en tas. Tous les bois qu'on a coupés, on les a mis en tas pour permettre aux oiseaux de pouvoir nidifier à l'intérieur, aux salamandres de trouver un abri. Enfin bref, de retrouver un petit microcosme ici et d'avoir un biotope bien particulier. Et typiquement, on voit la végétation qui est typiquement inféodée à ce milieu, qui est la bruyère, la myrtille, le sorbier. Bref, une résilience de la forestière qui est en train de se remettre en place. Il y a un vrai lien avec la nature. On ne parle pas ici de sylviculture, on ne parle pas de chasse. Oui, c'est-à-dire que c'est une sylviculture autre. On travaille avec le jardinage, avec la diversité, on essaie d'avoir le plus d'essences différentes, avoir des essences synergétiques qui me donnent de la nourriture. On essaye surtout
d'être symbiotique avec la faune et d'amener et de travailler avec. Et en toute humilité, on essaye tout simplement de respecter ce que l'on voit, sans tout démolir, ne pas avoir de grosses machines. Quand les machines viennent chercher des arbres, elles restent sur les chemins, on tire avec le câble. C'est pas apprécié par tous les marchands de bois, ils n'aiment pas ça, parce que ça va beaucoup moins vite. Maintenant, on est au siècle de la vitesse, on essaye d'aller chercher, on démolit. Ici, on essaye vraiment d'y aller avec le temps des arbres. Voilà tout un site qui a été occupé par le castor. Maintenant, il n'entretient plus son barrage. C'est ça qui est fabuleux avec le castor, c'est qu'il est en train de se répartir ici dans la rivière. À un moment donné, la végétation, il n'y touche plus. Le barrage, il le laisse quasiment à l'abandon, il remonte. Et cette végétation peut repousser, c'est un peu la résilience. Et puis il reviendra et ainsi de suite. Comme ça, il ne bouleverse pas trop son environnement. Il ne fait qu'une chose, c'est l'adapter en fonction de ses besoins. C'est incroyable de trouver des castors comme ça aux portes de la ville. Ils sont venus tout seuls pourtant, hein. Ils sont venus. Le castor n'a pas besoin d'une eau vraiment propre pour pouvoir se développer. Vaut mieux pour lui, hein, mais il résiste plus ou moins bien à une certaine pollution. Mais dès le moment où il trouve un site qui lui est propre, automatiquement il s'y installe. Ça va de soi. Et comme vous avez pu remarquer, nous avons mis des grillages tout autour des arbres pour protéger ceux qu'on avait vraiment envie de garder. Et pour les autres, il fait son boulot finalement, il fait le boulot du forestier. Il fait couper, il remet de la lumière. Quand vous avez de l'eau et de la lumière, vous avez une végétation luxuriante. Pardon. Mais je vous en prie, jeune dame. Jean-Claude, vous êtes un passionné, passionnant de nature. C'est quoi le plus beau cadeau de la nature pour vous? Le plus beau cadeau de la nature, c'est de voir un arbre qui pousse et de se dire qu'un jour, lui, il va protéger, va se mettre au-dessus. Comme disait, je crois que c'est Prévert, l'arbre servira toujours de jonction entre le ciel et la terre. Et son rôle à lui, c'est de protéger, c'est d'amener. Et laisser derrière moi tous ces arbres que j'ai plantés, pouvoir me retourner et me dire je l'ai fait. Vous pouvez vous assurer que c'est vraiment le but ultime d'un forestier en tout cas, c'est de laisser de la vie derrière lui. Voilà, c'est ici que s'achève le bienvenue chez vous de cette semaine. La semaine prochaine, nous irons du côté de Huy. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien évidemment le site de votre télévision locale. Et puis n'oubliez surtout pas de sortir de chez vous. Au revoir et à très bientôt.